bonjour à tous. Merci d'être venus. Je me présente, Christophe Villeneuve, trésorier de la FUP et aussi le modérateur de la FUP Paris. Je suis l'organisateur, d'entre autres, de cet événement d'aujourd'hui sur la performance AMP. La FUP organise deux gros événements. Un PHP Tour qui a lieu au mois de mai prochain, 23 et 24 mai au Luxembourg. L'appel à conférenciers, l'appel à sponsors est ouvert. Et le forum PHP qui a lieu à Paris, qui va se dérouler fin octobre. Et l'événement sera annoncé prochainement. Petite question, qui est membre de la FUP? Alors, pour ceux qui sont membres, si vous avez, bientôt il y a l'Assemblée Générale, donc pensez à donner vos pouvoirs si vous ne venez pas. Pour les autres, j'ai des formulaires d'inscription et bien sûr, je pourrais vous expliquer tous les avantages de l'association. L'école 42 me fait passer un petit message. Si vous avez des souhaits, vous voulez rencontrer des étudiants, ou même les étudiants, avoir des contacts, n'hésitez pas, soit par moi-même ou à Virginie ou Fabienne, de les contacter pour pouvoir, on transmettra les demandes, quelles qu'elles soient. Et puis après, bien sûr, merci aux sponsors, parce que derrière, vous êtes conviés à la cafétéria pour faire un petit peu d'échange autour de verre. Et on va pouvoir commencer la session. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis William Egazvari, je suis cofondateur de la société D4. Donc, notre société a pour objectif d'offrir de l'hébergement professionnel sur tout ce qui est univers de l'open source. Je suis aussi animateur radio le samedi sur la radio Ici Maintenant avec Christophe, de temps en temps, qui présente des dossiers. Donc, je vous invite à nous écouter le samedi de 14h à 15h30. C'est intéressant, on délivre des messages uniquement, on ne parle pas de Windows, ça peut arriver malheureusement, parce qu'on a des gens qui sont dessus, hein. C'est bête, mais on parle beaucoup du domaine du libre, de l'open source. Alors, je remercie l'école 42 et la FUP d'avoir proposé cette fameuse conférence sur les performances serveurs et Apache. Là, c'est un peu compliqué de trouver vraiment et de satisfaire cette mise en place, parce que j'aurais pu parler de tout, mais je vous ai choisi différents éléments au mieux pour mieux comprendre. Je ne vais pas rentrer dans la complication, je l'ai fait au plus simple. Le but, c'est d'avoir des serveurs performants. Aujourd'hui, pour avoir des serveurs performants, on va se dire, oui, on va prendre du cloud, etc. Mais avant de prendre du cloud, il faut savoir tester correctement ces applications en production. Je m'explique. Au fur et à mesure de cette conférence, je vais vous montrer et je vais vous expliquer que parfois, il ne sert à rien de prendre 10 serveurs si derrière, vous n'avez pas configuré correctement votre serveur. La plupart du temps, j'ai vu des administrateurs serveurs débutants ou moyens qui ne configuraient pas correctement leur serveur. Ils installaient bêtement un AMP, un Apache, un MySQL ou un MariaDB, mais derrière, ils lançaient leur serveur en production et par étonnement, au bout de 6 mois, un crash. Ils se demandent pourquoi, parce que derrière, ils n'avaient pas fait le nécessaire pour limiter le DDoS, donc le Denial of Services, ou bien sûr la recharge. Le plus grand des défauts, c'était savoir limiter un utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, un utilisateur peut prendre toutes les ressources d'un serveur par un simple clic. Il va ouvrir 24 fenêtres et votre serveur va planter direct. Objectivement, je vais vous faire une démonstration au fur et à mesure de cette conférence qui va vous expliquer comment protéger votre serveur et comment le tester. Donc le principal problème, bien sûr, c'est de choisir le bon matériel. N'allez pas prendre un 386 ou un Atari pour un site avec 10 000 requêtes par seconde. Donc objectivement, on peut rencontrer les problèmes matériels affectés donc, à la mémoire vive. Donc la mémoire vive est importante. Vous pouvez prendre aujourd'hui un serveur chez un hébergeur X ou Y. Derrière, vous allez prendre 64 Go, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des 64 Go ou des 128 Go. Mais si derrière, vous ne protégez pas correctement votre serveur, moi, votre 128 Go, je l'éclate direct. Juste avec une connexion ADSL, voire RTC si je suis un vainqueur. Derrière, donc le swap, donc la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle, c'est super important pour Apache et pour les autres applications qui tournent derrière. La plupart du temps, même sur un serveur 128 Go, 64 Go, il faut mettre... Il y a certaines écoles qui vont dire, bon, on va se permettre de mettre 2 Go, 5 Go de swap, mais derrière, en toute honnêteté, ne dépassez jamais 1024. Parce que quoi qu'il arrive, ça va planter.
Donc la lenteur, ce que je disais tout à l'heure, la lenteur du serveur, si vous avez des utilisateurs qui cliquent à fond et qui redemandent à chaque fois charger, charger, charger sur la navigation, ça va forcément augmenter de plus en plus la charge de votre serveur. Et le résultat, bah, vous coulez, vous ramez, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et vous êtes dans une situation critique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, comme je disais tout à l'heure sur l'introduction? Les tests de performance. Donc, on sait que le processeur, la carte réseau et les disques, qui doivent être donc suffisamment rapide ou suffisamment rapide, doit être déterminé par l'expérience. Donc, l'expérience, bien sûr, que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est l'expérience qui va monter en charge votre application. Ça peut être une application que vous avez développée, ça peut être un CMS Drupal ou un CMS sous WordPress. Donc, je vous propose de commencer par l'expérience. Donc, j'ai fait une analyse, je regardais un petit peu sur le web comment eux voyaient l'expérience. Donc, en 3 étapes. Dans un premier temps, lorsque vous allez, donc, en tant qu'administrateur serveur et en équipe, bien sûr, avec les développeurs, vous allez définir le système donc, à tester, vos objectifs métiers, techniques et économiques. Donc, pour l'économie, vous n'allez pas prendre 10 serveurs alors que vous avez mal configuré votre site internet ou votre serveur. Vous allez définir donc les scénarios par rapport à une analyse complète de risque de métier et technique, définir le modèle de charge par rapport au modèle d'usage de l'application. En étape 2, vous allez faire des tests préliminaires, donc mettre en œuvre des moyens et définir les plateformes de test, exécuter les tests de charge et analyser ces résultats. Et en 3e étape, bien sûr, le test de charge à grande échelle, mettre en œuvre des moyens et définir les différentes plateformes de texte, exécuter les tests donc, de charge, analyser les résultats et optimiser le système. Donc, si vous voulez reproduire chez vous ou au travail cette expérience, donc il vous faut un serveur web virtuel qui tourne bien sûr sur LAMP, avec un Apache, un MySQL ou un MariaDB, avoir des fichiers statiques, donc des fichiers HTML statiques dans un premier temps, et des fichiers dynamiques sous PHP, Perl, CJ, ce que vous voulez, tant que ça peut réaliser des calculs. Et bien sûr, installer un 2e serveur sur le réseau ou même sur la même machine, sur un VirtualBox par exemple, avec l'application Siège. Alors, Siège, qu'est-ce que c'est? Peut-être vous le connaissez, peut-être vous l'utilisez. On peut utiliser aussi AB, donc Apache Benchmark aussi. Donc, c'est un outil qui permet donc de benchmarker votre site internet en simulant un nombre de connexions et d'utilisateurs. Que ça peut monter entre 30, 20, 200, 300, 500, voire 10 000 utilisateurs pour simuler vos connexions sur votre site internet. Bien sûr, plus de connexions vous allez demander, plus de mémoire vous allez devoir avoir sur votre serveur client. Donc là, on voit la commande siège. Donc là, on demande un délai de 1 seconde avec 30 connexions en simultané et on tape sur son site, si c'est en localhost ou sur une IP intranet, vous appelez donc le port 80. Donc attention, cet outil, ne pas l'utiliser n'importe comment, n'allez pas tester les serveurs de votre client, vous pouvez lui faire, c'est une attaque DDoS. Donc retournons à notre expérience. Là, ce que je vous propose, on va stresser Apache avec des pages statiques. Donc, c'est une capture vidéo, parce que je ne voulais pas faire l'effet Garcimore que ça me pète à la gueule devant vous. Voilà. Donc là, un top. Donc, voilà. Donc, on voit Apache qui est en train de commencer à travailler. Et là, Apache, il y a beaucoup de sockets qui s'ouvrent. On voit une charge CPU en haut à gauche à 12%. Bon, mais c'est quand même calme. Derrière, bon, on n'a pas fait le serveur un petit peu performant, la machine load, donc le load average que vous pouvez voir en haut au milieu. Bon, à partir de là, on se dit, bon, ok, c'est bon. Mais on constate quand même, là, c'est une IP qui appelle Apache. J'appelle la même page avec une image, etc. Bon, on donne beaucoup de sessions pour une personne, c'est pas normal. Mais il n'y a pas de plantage. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est de stresser Apache avec des pages dynamiques complexes. Donc là, j'appelle WordPress. J'appelle juste l'installation de WordPress. Donc derrière, on va avoir de l'objet, l'appel à de bases de données MySQL, etc., etc. Donc là, ça travaille. Donc on commence à avoir une montée. Donc là, on voit le CPU qui commence à monter à 80%. Il y a un load qui est en train de se créer. Et l'inacceptable va se produire. Imaginez-vous que ça, c'est le serveur de production de votre client. Vous n'avez pas fait les protections nécessaires.
Et là, on commence à sentir que le serveur a un peu du mal à me rendre la main sur le top. On peut constater la mémoire libre qui est en train de se casser la gueule. Et juste au niveau du swap, on vient de passer à 400 mégas. 600 mégas de swap. Donc là, d'ici quelques instants, on va constater qu'on va perdre la main. Il y a beaucoup de sessions. Donc là, on a un load à 74,38. Alors là, votre machine, si vous faites un SSH dessus, vous allez attendre au moins une demi-heure avant d'avoir une prise en main. Bonsoir. Donc là, on va atteindre d'ici quelques instants la fin de notre swap. On a un load à 100, donc la machine, là, elle commence à être en carafe. Et d'ici quelques instants, et paf, on vient de recevoir un out of memory. On a créé un buffer overflow sur la machine. Le serveur ne répond plus. Sur ma VirtualBox, le serveur ne répondait plus. J'étais obligé de redémarrer. Donc derrière, on va analyser le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une charge de CPU, microprocesseur, la mémoire a saturé, charge processus important avec le load average, et bien sûr, arrêt critique du serveur. Et là, la grande question, que faire à part s'arracher les cheveux ou trouver un bon coiffeur? Donc, solution, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc on va faire une politique de temporisation d'accès. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris certains modèles faciles à comprendre, parce qu'une demi-heure, ce n'est pas forcément évident de parler de performance sur un serveur Linux. Derrière, on va utiliser 3 possibilités. Le module Apache. Aujourd'hui, sur le site officiel de Apache, vous pouvez facilement trouver des modules qui permettent donc de limiter l'utilisateur. On peut aussi utiliser des règles de pare-feu et aussi analyser les logs en temps réel pour pouvoir limiter l'accès à l'utilisateur. J'ai choisi mode évasif, ça peut vous paraître simple comme module, mais aujourd'hui, très peu de personnes l'utilisent. Ce module permet quoi? C'est un module Apache qui va permettre de limiter l'accès par adresse IP et dire, parce qu'on peut le configurer, dire par exemple tel utilisateur ou telle adresse IP ou tel pool d'IP ne pourra pas dépasser 25 hits. Donc 25 requêtes, donc 25 requêtes, ça va être une page par exemple avec plein d'images, il ne pourra pas dépasser ça. À partir de ça, on va pouvoir limiter les dégâts sur le serveur. Donc là, je l'ai installé sur la machine d'avant et j'appelle exactement la même chose, j'appelle une installation WordPress et on constate que le serveur Apache souffle, il va mieux. Ça se passe mieux. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai simplement limité l'accès par IP. Donc d'où l'intérêt. Donc là, je vais passer maintenant à tout ce qui va concerner les tests de performance vis-à-vis d'une analyse. Alors, fail2ban, on en parle sur les forums. Vous l'installez rapidement sur votre Ubuntu, vous faites apt-get install. Super, vous êtes content, vous êtes protégé contre les attaques de type brute force sur votre SSH. Mais derrière, toujours la plupart des défauts que j'ai pu constater par rapport à fail2ban, ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un framework de prévention et d'intrusion qui a été développé en Python et qui permet d'analyser les logs. Je m'explique. Par exemple, si vous rappelez-vous les logs sur un Linux, sur l'auth.log où tout est logué pour le SSH, ça va regarder à l'intérieur si une adresse IP demande trop rapidement un accès. Et à partir de là, on va faire une règle qui va dire que si cette personne demande trop, on va la blacklister. On va la mettre sur une liste noire à partir de IP table. Donc l'idée, ça marche comment? Ça marche avec des expressions régulières. J'ai pris l'exemple de WordPress. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez votre WordPress, vous avez peut-être pris votre VM chez un hébergeur, votre machine virtuelle ou même chez un hébergeur. Vous avez plein de logs, plein de WP login.php et votre serveur rame et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi derrière? Qu'est-ce qui se passe? Login, mot de passe, requête sur base de données, requête sur Apache et votre serveur plante. Derrière, on a fait le fail2ban. On fait une expression régulière. Certains peut-être n'aiment pas les expressions régulières. Moi, j'étais pas content aussi avec ça, mais j'ai quand même appris les expressions régulières. Et à partir de là, on va analyser les logs de Apache et on va chercher les posts, les gets. Et à partir de là,
on va créer une règle qui va dire que si je trouve, donc le fight time, si je trouve sur 30 secondes plus de 10 tentatives de la même adresse IP, je vais l'interdire pendant 1800 secondes sur la machine. Donc je vais faire une règle avec IP table, donc avec le firewall de la machine. Ça va me permettre de faire, encore une fois, souffler mon serveur. Derrière, il y a d'autres solutions. On va, sur la politique d'accessibilité, on va utiliser des règles de QoS. Et aussi, on va utiliser tout ce qui va concerner les créations de serveurs sur des reverse proxy. Le premier que j'ai choisi et qui est super important sur la configuration, c'est TC, donc le Traffic Control. Donc c'est une application qui va permettre de transférer des données à partir du noyau et qui va donc créer des filtres et mettre dans une file d'attente appropriée et qui va donc à un moment donné, avec un algorithme, permettre de faire de la limitation de bande passante et de la limitation sur les délais et la transmission de données, par exemple. Là, j'ai une règle, hein, c'est une synthèse. Donc là, j'ai créé deux règles. Une règle qui va me permettre une première règle donc, qui va s'appeler 5, qui va me permettre de limiter à 512 kbps. Et une deuxième règle, qui est la sixième règle, on va nommer 6, qui va me permettre de limiter à 100K. Donc là, on peut constater sur donc, le port 80 qui correspond au port web, au port Apache, HTTP, je vais faire une limitation à 512K. L'idée, c'est de faire souffler ma carte réseau, de faire souffler mes disques durs, etc. J'aurais pu faire d'autres règles pour limiter, par exemple, le temps de latence, donc les pings. Parce qu'on peut jouer avec TC pour diminuer ou augmenter les temps de ping pour faire toujours souffler son serveur. Derrière, on va parler ensuite de tout ce qui est proxy. J'aurais pu utiliser Squid, j'aurais pu utiliser Nginx ou Varnish, mais toujours un peu pareil dans la simplicité des choses. Moi, j'ai sélectionné Nginx. Donc Nginx, je vous rappelle, c'est un serveur, principalement, ça peut être un serveur web qui est très léger, qui prend très peu de mémoire comparé à Apache. Apache est très gourmand en mémoire. Et l'idée, c'est de faire souffler Apache à nouveau, lui donner du temps. Donc, l'idée, c'est de mettre par exemple Apache sur le port 8080, accessible uniquement en localhost sur votre machine, et de mettre en frontal, sur la même machine, parce que ça ne sert à rien de prendre une deuxième machine, de mettre Nginx sur le port 80. Donc je rappelle juste que Nginx, ça a été développé donc, par un russe, par Igor Sisov, si je le déforme, pardon, qui a commencé donc, son développement en 2002. Bon, on dit que c'était fait pour des sites à fort trafic, il l'a créé pour des sites Juarez, pour des sites pirates. Donc derrière le fort trafic, etc., pour télécharger des fichiers de crack, ça a permis aujourd'hui, je crois qu'il y a les 10 millièmes premiers sites au monde utilisent Nginx pour que ça tourne correctement. Moi, je l'utilise pour faire du reverse proxy et la limitation aussi utilisateur. Derrière, là, il y a un peu le schéma, comment fonctionne un petit peu le principe d'un reverse proxy. L'idée du reverse proxy aussi, c'est si j'ai des fichiers statiques qui ne vont pas changer, je vais utiliser Nginx derrière pour stocker mes fichiers .html par exemple, mes fichiers .js, mes fichiers flash, mes images surtout, et je vais les stocker. Et ça permettra quoi? Toujours d'éviter de faire trop de requêtes pour Apache. On peut aussi utiliser Nginx seul, sans Apache, ce n'est pas obligatoire, mais dans mon métier, aujourd'hui, je propose de l'hébergement mutualisé, et ce n'est pas évident pour des clients qui veulent juste installer leur WordPress, parce que les htaccess, ce n'est pas forcément compatible, tout ce qui est réécriture, ce n'est pas forcément compatible, c'est pour ça que je travaille là-dessus. Donc derrière, dans l'exemple d'une configuration, ce que je vous disais en deuxième partie, là, je mets tous ces fichiers-là en cache, et ça permet toujours de faire souffler. Donc là, je vais appeler sur le port 8080 de Apache, donc c'est Apache qui répondra. Je vais faire donc mon basculement vers Apache. Donc derrière, toujours, on avait parlé tout à l'heure de mode évasif, c'est très bien, mais si j'ai envie encore de mieux contrôler et gagner encore plus de performance, je vais utiliser des règles avec des bursts. Donc les bursts, c'est simplement du fait que si j'ai envie d'avoir pendant un moment X plus de connexions, je vais configurer Nginx, qui va me permettre pendant un temps T d'avoir plus de connexions. Derrière ça, là j'ai une règle que vous voyez en gras, où c'est marqué limite par IP. Je veux dire qu'une IP ne peut pas dépasser 25 connexions en simultané. Et juste derrière, je vais limiter le nombre de connexions sur un site web.
donc je vais limiter le nombre de connexions sur un site web. Si je ne veux pas qu'un client dans un hébergement mutualisé dépasse 100 connexions en simultané parce qu'il n'a pas payé pour, ou j'ai pas envie d'avoir un crash sur l'ensemble de mes clients, eh ben, je vais limiter mon client, comme ça. Donc là, toujours une démonstration, capture vidéo avec un Nginx qui tourne. Donc toujours pareil, j'appelle derrière une installation WordPress et je me retrouve, regardez calmement que mon serveur est plus performant que le début et je ne suis pas au fond du trou. Donc là, si vous avez des questions. Des questions ou pas? Les attaques sur plusieurs IP, la solution, c'est déjà... Alors la solution, c'est que j'ai pu trouver, c'est avec Fail2ban. Fail2ban, à un moment donné, si tu vois, tu temporises. Si tu constates que c'est un robot, tu peux faire des filtres. Moi, je sais que par exemple sur Nginx, ce que je veux faire, je sais que par exemple c'est des méchants bots ou des gentils bots. J'ai vu des serveurs de clients qui tombaient parce que tu avais Bing, donc le serveur de Microsoft, qui scannait les pages, on lui donnait trop de pouvoir. Donc à un moment donné, soit tu travailles sur le robot.txt en tant que dev et tu fais le nécessaire derrière, ou soit tu fabriques des règles sur Nginx pour pouvoir filtrer correctement ce genre de situation. Tu peux faire des règles en fonction des pools d'IP, tu peux te retrouver très vite, tu peux très vite recalibrer sans aucun problème. Je travaille toujours par rapport à un pool d'IP et je considère. Mais parfois, tu n'as pas le choix. Si tu vois des IP qui viennent d'Ukraine et qui t'attaquent à fond, tu fais le nécessaire pour les bloquer à un moment donné. Après, l'idée, là, ce que j'ai présenté, c'est plutôt une optimisation. Derrière, après, si vous constatez réellement que vous avez un besoin, là, il faut monter, il faut mettre un deuxième serveur, vous êtes sur un cloud, par exemple, et là, vous savez pertinemment que lorsque vous allez déclencher ce serveur-là, vous n'allez pas le déclencher et perdre de l'argent pour rien. Parce que moi, j'ai vu des clients mettre 10 clouds, 100 clouds derrière, mais avec une attaque DDoS ou trop de demandes et c'était mal calibré, ils ont perdu énormément d'argent. Sur le coup, au démarrage, lorsque tu lances Fail2ban, ça va prendre beaucoup de ressources pendant un moment T, parce qu'ils scannent les logs. Mais derrière, moi, je sais que je fais des règles spécifiques. Et je suis méchant. C'est-à-dire que si je sais que pertinemment que c'est ça, je vais le blacklister pendant 48 heures, 72 heures, etc. Et moi, les plus grosses attaques que j'ai pu avoir, c'est sur du WordPress ou sur des CMS, parce que bon, ça c'est facile à scanner, et surtout sur le SSH. Après, il y a toujours des attaques qui se répètent. Après, on peut les faire. J'ai une interface que j'ai développée qui fait que si je me dis, bon voilà, j'ai telle attaque, etc., et ça va me générer mon fichier IP table. Parce qu'à la main, c'est un peu dur. Après, je te dis, pour Drupal ou pour WordPress, ça dépend. Moi, je sais que toujours mes clients, je leur dis, bon, écoutez, faites le plus possible de statique pour avoir plus de performance possible. Après, WordPress, oui, on peut faire du cache, mais c'est toujours pareil. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des pages qui sont obligé de les avoir dynamiques. Le fait de te loguer, etc. Donc après, c'est sûr qu'il y a une protection à faire. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire de mettre en cache. Merci William. Merci de m'avoir invité. Merci à l'école 42 à la FUP. Donc, on va parler des performances sur MySQL. Et il faut savoir que les performances sur MySQL, il y a des cours qui durent sur 4 jours. Donc, je vais faire ça en 30 minutes. Je vais aller vers l'essentiel. Je vais vous présenter juste ce qui est important en fait par rapport aux performances sur MySQL. Juste avant de... Donc, à propos de moi, ça fait un certain temps que je travaille sur MySQL, sur l'open source. Donc, j'ai travaillé aussi sur d'autres bases de données. Et voilà. Je voulais juste savoir, avant de continuer, qui c'est qui utilise la version 5.6 5.5 5.1 OK. Et qui n'utilise pas MySQL du tout? Ok. Donc juste, en fait, MySQL, c'est une base de données maintenant qui dépasse MySQL SQL Server. Donc elle vient en deuxième position et ça ne fait que continuer.
Donc, pour les problèmes de performance, la première des choses qu'il faut faire, c'est de trouver le goulet d'étranglement. Donc, quand on trouve un goulet d'étranglement, il faut trouver aussi le suivant. Il y en a un qui peut, c'est comme un train qui peut cacher un autre, c'est pareil. Donc, quand on résout le premier problème, il faut aussi savoir qu'il y a d'autres qui peuvent venir. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire du bench, tester, monitorer et réfléchir. Et changer une seule chose à la fois. Donc ça, c'est le plus important. Et réfléchir au coût par rapport à l'effort qu'on va faire. Parce qu'il y a certaines modifications qui vont coûter au niveau matériel, soit au niveau configuration, soit on va optimiser la base de données elle-même, soit on va changer le matériel. Donc chaque modification, chaque action a un coût. Donc il faut réfléchir aussi au coût. Parce que si vous voulez la configuration MySQL, il y a 400 variables à modifier dans MySQL maintenant. Donc si vous passez votre temps à modifier les 400 variables, je pense que des fois c'est mieux de rajouter de la RAM que de se casser la tête sur les variables. Alors, donc on va parler de la configuration MySQL. On va parler essentiellement du moteur InnoDB, parce qu'en fait, le moteur InnoDB, c'est le moteur le plus utilisé dans le monde. Donc, si vous voyez des sites web comme Facebook, Twitter, etc., les plus gros sites Internet utilisent le moteur InnoDB. Bien sûr, il y a d'autres moteurs, mais c'est vraiment très peu utilisé par rapport à InnoDB. On va parler aussi du hardware et on va parler du design, un petit peu de performance schéma. Alors, par rapport à la configuration, il y a deux variables à connaître. C'est InnoDB Buffer Pool Size et le journal des transactions. Donc si vous modifiez ces deux variables-là, vous avez fait presque plus de 50% du travail sur MySQL. Donc toujours par rapport à InnoDB. Alors, InnoDB Buffer Pool Size, en fait, c'est le cache de MySQL. Donc en fait, c'est la variable la plus importante. Donc il faut lui donner le plus de RAM possible. Donc j'ai donné un exemple. Pour un serveur dédié, bien sûr, à MySQL, il n'y a pas d'Apache, il n'y a rien d'autre. On va donner jusqu'à 80% de la RAM. Bien sûr, il faut faire attention, laisser de l'espace pour l'OS, pour les autres variables. Donc un exemple, 32 Go, on peut donner à cette variable 20 Go. Carrément. Donc il ne faut pas avoir peur de donner de l'espace à cette variable. Et toutes les autres variables, vous pouvez les laisser par défaut. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Cette variable, il faut qu'elle soit vraiment importante. Donc il faut faire bien sûr le swap, c'est la première des choses qu'il faut bien sûr surveiller. Ensuite, on va passer au journal des transactions. Je suis désolé, c'est en anglais. Je n'ai pas eu le temps de l'adapter en français. Donc, le journal des transactions, c'est ce qui permet en fait d'éviter les accès séquentiels. Donc, c'est l'intelligence d'une base de données par rapport à une machine. Donc, ça permet au lieu de faire des accès directs, on va tout faire en accès séquentiel. On a essayé de faire le plus de choses en accès séquentiel. Donc, quand il y a beaucoup d'écriture, cette variable-là, on peut l'agrandir. Sur les versions 5.5 jusqu'à la 5.6, en fait, il faut la monter le plus possible. L'effet inverse de l'augmentation de cette variable, c'est le redémarrage du serveur. Donc, plus cette variable est grande, surtout dans les versions avant 5.6, plus le redémarrage du serveur peut prendre du temps. Et quand le serveur redémarre, il faut toujours, sur InnoDB, il faut toujours le laisser terminer. Il ne faut pas faire de kill sur le serveur de base de données. Mais sur les nouvelles versions, vous pouvez le monter sans problème. Alors les autres variables, je vais passer rapidement. Donc la première variable, c'est InnoDB File Per Table. En fait, ça permet d'optimiser la gestion des tables. Donc, quand vous faites un drop table, par exemple, cette variable permet de vider l'espace tout de suite. Sinon,
InnoDB, quand elle prend de l'espace, elle le garde. Elle le redonne jamais, sauf si vous avez cette variable-là. C'est connu que InnoDB, quand elle prend de l'espace, elle le garde. Elle le redonne que si vous avez cette variable-là et que si vous faites un drop table. Deuxième chose, c'est au niveau des statistiques. En fait, dans les versions MySQL, on fait on analyse les stats tout le temps. InnoDB n'arrête pas de faire des analyses de stats. Ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, on peut mettre cette variable aussi à off. Donc, ce qui permet d'augmenter les performances. Il y a d'autres variables qu'on peut voir au niveau de la configuration. J'ai mis les plus importantes. Donc, ici, InnoDB flush * commit. En fait, quand vous êtes en transaction, quand vous committez, si elle est à 1, il va écrire sur disque. Et plus ça écrit sur disque, plus souvent, plus c'est long. Donc on peut alléger ça pour certains systèmes, bien sûr. Si vous n'êtes pas en système transactionnel, vous pouvez l'alléger, le mettre à 2 ou à 0. Donc ce qui permet d'augmenter les performances. Ça, il faut bien aussi regarder la doc pour que ça soit plus clair pour vous. Donc si vous avez une application très critique, il vaut mieux la laisser à 1. Si vous avez une application de gestion des vidéos ou des choses qui ne sont pas critiques, vous pouvez relâcher la durabilité en fait. Vous avez aussi une autre méthode aussi qui permet pour InnoDB de bypasser le cache de l'OS. Donc du coup, ça permet d'augmenter les performances, mais c'est une variable à bencher aussi parce que dans certains cas, ça peut faire l'effet inverse. Donc, tous les autres variables, vous pouvez les laisser par défaut, sauf si vraiment vous savez ce que vous faites. Donc, du coup, là, vous avez optimisé. Vous n'avez plus rien à faire sur la configuration MySQL. Vous pouvez passer à autre chose. Sauf si vous avez des grandes machines, des machines très puissantes. Bien sûr, là, il y a des choses à faire. Mais sinon, pour les machines standards, en général, ça suffit. Alors, maintenant, on va passer au hardware. Au niveau du hardware, il faut savoir que MySQL ne fait pas de parallélisme, sauf MySQL Cluster, mais là on ne parle pas de MySQL Cluster. Donc à chaque fois que vous envoyez une requête, elle prend un cœur. Donc plus le cœur est rapide, plus en fait le temps de réponse est plus grand. Donc si vous voulez choisir une CPU, en fait, choisissez la plus rapide possible. Si vous avez plein de concurrents, donc en fait, il faut augmenter le nombre de cœurs. Par rapport à la mémoire, donc la mémoire, plus il y en a, mieux c'est pour la base de données. Donc, pour choisir la taille de la RAM, en fait, il vaut mieux mettre toute la base de données en RAM si on peut, si on a les moyens. Sinon, il faut au moins que les données les plus utilisées soient en RAM. Donc, voilà. Donc, avec ça, on va checker le temps de réponse et puis le débit, par rapport sur notre serveur. Au niveau des disques, donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le RAID 10. SSD, c'est encore plus rapide. Sinon, on peut utiliser aussi le Fusion IO, c'est encore plus rapide. Et si on a les moyens, on peut mixer tout ça. Donc, pour tout ce qui est journaux, où on fait de l'accès séquentiel, on peut les mettre sur des disques durs. Et tout le reste, on peut le mettre sur du SSD ou sur du Fusion IO. Maintenant, si on a une table si on sait qu'une table consomme beaucoup de ressources, on peut lui dédier des disques à elle-même directement. Donc, on peut utiliser aussi toutes les optimisations qu'on a sur les autres bases de données au niveau des disques. On peut bien sûr utiliser du SAN aussi, si on a les moyens. Au niveau du design, donc, pour le design, donc, il faut bien sûr optimiser les données. Donc, plus vous économisez les données que vous avez en base, plus votre serveur est performant. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un blob ou d'un texte ou d'un varchar de 350, pour diminuer tout ça le plus possible, plus vous gagnez en données, plus vous allez gagner à tous les niveaux, au niveau de la RAM, sur le disque et au niveau du réseau.
Bien sûr, on peut purger, archiver pour avoir vraiment des données, un volume de données le plus petit possible. L'indexation, bien sûr, c'est quelque chose qui est très important. Donc on supprime les index qui ne sont pas utilisés, ça ne sert à rien d'indexer tout. On indexe que ce dont on a besoin. Après, au niveau des tables temporaires, vous savez que les bases de données, surtout MySQL, dans certains cas, elles génèrent beaucoup de tables temporaires. Et quand ça passe sur disque, ça va tuer les performances. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle performance schéma. Donc performance schéma, c'est un outil, c'est une base de données en fait interne qui va permettre de voir tout ce qui se passe au niveau du serveur. Là, je donne simplement un exemple, juste pour vous donner une idée. Sinon, juste performance schéma, il faut au moins 2 heures ou 3 heures pour même plus que ça. Donc c'est un exemple, juste en faisant cette requête-là, une requête sur cette table-là, sur performance schéma, et là, il va vous sortir les requêtes qui génèrent les tables temporaires sur disque. Donc du coup, vous allez pouvoir aller sur votre application et modifier ces requêtes-là de manière, les optimiser de manière à ce que vous n'ayez plus de tables temporaires sur disque. Ça, c'est toutes les tables temporaires, mais vous avez une variable aussi qui vous dit si j'ai des tables temporaires sur disque. Voilà, sinon, pour autre chose, bon, quand vous avez énormément de transactions. Et si vous voulez avoir une Rolls-Royce, vous allez utiliser MySQL Cluster. Donc en fait, MySQL Cluster, c'est un moteur transactionnel qui va permettre d'utiliser plusieurs machines en parallèle de manière transparente par rapport à l'application, presque transparente. Surtout quand vous commencez le design d'une application, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si vous avez la limitation aussi sur un serveur, vous arrivez à la limitation d'un serveur, vous pouvez utiliser le sharding avec MySQL Fabric qui est sorti maintenant, ça fait déjà plus de 6 mois. Et bien sûr, MySQL 5.7 est encore plus performante par rapport à la version 5.6. Voilà, merci beaucoup. Vous avez des questions? J'ai pas bien compris. Si, en fait, il faut savoir, une instance MySQL peut utiliser plusieurs cœurs. Mais en fait, quand vous envoyez une requête, elle ne peut pas utiliser tous les cœurs. Elle utilise un seul cœur. Donc, si vous voulez avoir un temps de réponse satisfaisant, c'est la vitesse du cœur qui va vous donner... plus vous augmentez la vitesse du cœur, plus vous allez avoir un temps de réponse rapide. Maintenant, quand vous avez plusieurs requêtes en parallèle, il faut plusieurs cœurs. Oui, en fait, MySQL Cluster n'est pas un moteur qu'on peut utiliser sur n'importe quel... on ne peut pas changer d'InnoDB directement à MySQL Cluster. MySQL Cluster, c'est une base de données réseau. Donc, si vous avez des jointures de 20 tables ou de 30 tables, les jointures, ça peut consommer beaucoup de réseau. Donc, il faut avoir un réseau très puissant. Mais c'est faisable. Mais surtout, quand vous commencez une application, vous pouvez, dès le début, travailler sur MySQL Cluster. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En fait, MySQL Performance Schema est déjà dans le serveur. Donc vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez utiliser MySQL Performance Schema parce qu'il y a une table. MySQL, c'est digest à la fin. Ça permet de voir toutes les requêtes. Et en plus, il y a plein de choses qui sont... il y a beaucoup de sommaires, il y a beaucoup d'informations dedans. Mais bien sûr, plus il y a un autre outil qui permet d'utiliser Performance Schema pour stocker toutes ces informations. Parce que Performance Schema, en fait, il va les faire, mais au bout d'un certain temps, il vide. Il vide ses tables. Donc, il faut un autre outil qui permet de stocker tout ça sur un serveur. Vous pouvez utiliser il y a plein d'outils de monitoring. Il y a celui d'Oracle, il y a celui il y a un autre, il y a plein d'outils. Hein. Il y a un nouveau, enfin il y en a énormément en fait, mais je peux vous donner la liste. La réalité, il faut aller voir sur les faits. Les faits, il faut voir ce qui se passe. Si vous voulez, WebScale, c'est un moteur c'est MySQL en fait qui a été créé par Twitter, Facebook et Google.
plein de grandes sociétés qui travaillent développent MySQL. Donc ça, c'est la preuve. Il faut vous voir ce qui se passe vraiment dans la réalité. En fait, tant que vous pouvez travailler sur un seul serveur, vaut mieux travailler sur un seul serveur. Parce que là, vous allez rajouter la complexité, il va falloir gérer plusieurs serveurs en parallèle. Mais à un moment donné, vous pouvez arriver à la limite. Et là, puis vous voulez surtout faire de l'expansion et enlever, faire des choses dynamiques. Donc quand vous avez plein de serveurs comme Booking par exemple, ils ont leur système de... Tous les grands sites web en fait ont un système comme MySQL Fabric. Ils l'utilisent déjà. Donc en fait, la base de données elle est distribuée sur plusieurs machines. Il y a des sites web qui n'ont pas le choix. Donc ils le font, ils l'ont déjà fait depuis des années. Merci beaucoup. Merci. Donc j'enchaîne tout de suite. Donc vous avez vu la partie serveur au tout début. La partie MySQL, maintenant je fais le dernier tiers en fait de l'architecture AMP. Je vais faire un petit peu PHP assez rapidement, donc on va voir un petit peu comment fonctionne un peu PHP, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, toujours avec donc les performances en ligne centrale. Hein. Donc avant toute chose, je m'appelle Julien Poli, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille chez Sensio Labs. On est entre autres sponsor ce soir avec Blackfire, je vous en reparlerai un petit peu après. Je suis contributeur sur le langage PHP et Release Manager. Donc je m'occupe du code source, je m'occupe de faire en sorte que PHP avance dans le monde avec beaucoup d'autres gens. Et puis je travaille sur des extensions, je suis accessoirement mainteneur aussi. Donc, quand on va parler performance PHP, donc il ne faut pas confondre avec les performances web. Donc souvent, quand un site web est lent, le problème, souvent, c'est pas PHP. En fait, hein, c'est un constat général. Je suis pas là pour vous vendre une techno qui ne se vend de toute façon pas. Souvent, le problème, c'est le réseau. Le problème, c'est la base de données. C'est souvent ça, en fait, les problèmes. La machine sous-dimensionnée, c'est pas souvent PHP. Bon. Mais par contre, ça peut être PHP quand même, si jamais on fait des bêtises, parce qu'on peut faire des bêtises en PHP, si on ne maîtrise pas bien le fonctionnement du langage, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce qu'on va voir, on va un petit peu décomposer PHP, donc en une demi-heure, on va être assez rapide. Hein. On va voir un petit peu les outils qui vont nous permettre d'analyser un petit peu la performance pour savoir un petit peu ce qui se passe sur le serveur. C'est comme mes collègues vous ont dit, il faut, avant de savoir quoi faire, il faut savoir ce qui se passe concrètement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis donc, do's and don'ts, donc faites comme si, et puis faites pas comme ça. Des petits conseils enfin. Donc, PHP, qu'est-ce que c'est? Alors, PHP, il y a plusieurs couches à l'intérieur que j'essaye de représenter sur des schémas comme celui-là, par exemple. PHP, ça représente un total de pas loin d'1 million de lignes de code, là, aujourd'hui. C'est du C, très principalement, décomposé en plusieurs parties, dont une partie importante qui est ce qu'on appelle le Zen Engine. Donc le Zen Engine, c'est tout simplement le moteur qui permet de faire tourner PHP. Celui-là, il se compose d'environ 80 000 lignes de code, à peu près 12% du total. C'est un petit peu arrondi. Hein. Ensuite, on a le cœur de PHP. Le cœur, c'est ce qu'on voit un petit peu dans PHP Info sous l'effigie standard. Donc, c'est l'extension standard de PHP, c'est-à-dire manipulation des chaînes, donc toutes les fonctions string, array, etc., etc. Donc, ça représente environ 68 000 lignes de code, toujours du C, hein, très principalement. C'est quasiment que ça, 99%. Et puis, le reste des extensions, c'est un demi-million de lignes, c'est 572 000. Je parle sur master aujourd'hui, donc au jour d'aujourd'hui sur la version de PHP en cours de développement. Avec la possibilité donc de charger tout un tas d'extensions dans PHP. Voilà, donc ça représente quand même pas mal de lignes de code. Le projet a 20 ans cette année. Il faudra qu'on fasse quelque chose d'ailleurs. C'est prévu. Donc c'est un programme informatique écrit en C. Qui est interprété. Alors voilà, qu'est-ce que c'est qu'un langage interprété? Qu'est-ce que c'est qu'un langage compilé? Qu'est-ce que c'est que ceci? Bon, voilà, j'ai recopié un peu Wikipédia. Dans tous les cas, ça va être moins efficace forcément qu'un langage compilé. Mais bon, pour un langage interprété, c'est quand même pas mal.
il permet de faire quand même pas mal de choses. Donc PHP vu de l'intérieur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un compilateur, un exécuteur. Donc le compilateur, c'est tout simplement la partie de code qui va lire votre code PHP et l'interpréter, savoir ce que vous avez écrit, c'est juste, c'est pas juste, je comprends pas. Et l'exécuteur, il va exécuter tout simplement ce que vous avez dit de faire au langage au travers de ces lignes de code. Il est monothread et monoprocess, donc ça c'est important de le rappeler. Si on compare avec du Java, du Go, enfin tout un tas d'autres choses sur lesquelles on peut nativement utiliser des threads ou forker des process, en PHP nativement on ne peut pas le faire. Non nativement, on peut le faire, à vos risques et périls, mais on peut le faire. Après, c'est des extensions, c'est du C, donc c'est pas forcément très compliqué à faire, mais nativement, il ne sait pas faire. C'est un choix qui a été fait dès le début de la création du langage. Gestion automatique de la mémoire, garbage collector, etc. etc. Donc voilà, il fait beaucoup de choses pour vous. Il y a différentes phases en fait dans l'exécution d'un script PHP, donc j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, dans PHP, il y a 4 grosses phases. Il y a la première phase qui est la phase de démarrage. Une fois que PHP a démarré, il attend que vous lui passiez un script à traiter. Et au moment où vous lui passez un script à traiter, qu'est-ce qu'il fait? Il va le compiler et l'exécuter. Donc ça, c'est 2 phases déjà qui sont intéressantes à pouvoir séparer en termes de performance, laquelle prend le plus de temps. On va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, il y a une phase de shutdown. Elle paraît peu importante, mais en fait, la phase de shutdown, plus elle prend du temps, plus le processus va mettre du temps à être recyclé pour traiter la requête web suivante. Okay, donc c'est quand même super important. Si on vous a montré tout à l'heure des process Apache sous top, vous avez les mêmes sous PHP. Si tous les process PHP mettent, je vais dire n'importe quoi, 10 secondes à s'éteindre, vous les lancez tous, vous traitez toutes les requêtes web et puis vous attendez 10 secondes pour pouvoir traiter toutes les autres. Okay, donc c'est quand même une phase qui est importante puisque après le shutdown, il revient en startup en fait et puis il reprend pour la requête suivante. Donc, première chose, quand on compile un script PHP, on fait une première passe de lexing, donc d'analyse lexicale. Ceux qui sont étudiants ici, je pense qu'ils savent un petit peu de quoi il s'agit. Le lexer, le générateur de lexer, c'est RE2C. C'est quelque chose qui est Regular Expression to C. C'est quelque chose qui n'est pas loin de Flex, pour ceux qui connaissent. Donc, on transforme ces caractères-là, PHP, en ce qu'on appelle des tokens, qu'on va ensuite parser. On a un parseur. Le parseur, on l'a écrit avec Bison. Je pense que vous connaissez bien. Vous devez faire plein d'exos là-dessus pour les étudiants d'ici. Donc, c'est un truc qui est hyper connu, qui est utilisé partout, dans Firefox, dans MySQL, etc. etc. Et donc, à chaque token ou suite de tokens, donc ouvre un tag, déclare une variable, ouvre une parenthèse, appelle une fonction, etc. etc. On va générer des tokens et du coup, on va appeler des fonctions derrière d'un compilateur. Le compilateur, il va faire des choses. Il va notamment transformer en fait ce groupe de mots PHP en une autre syntaxe que l'exécuteur ensuite va traiter derrière. Et c'est ce qui génère notamment le parseur, ces fameuses parse-errors. Quand le parseur ne reconnaît pas ce que vous voulez dire, que vous êtes trompé dans votre syntaxe, il vous génère ce qu'on appelle une parse-error. Okay, donc tout ça, tout le monde connaît bien, je pense. Le compilateur. Donc, langage interprété ou pas, la machine, elle sait traiter que des 1 et des 0. Elle ne sait pas faire autre chose. Donc, à un moment donné, ce que vous écrivez dans votre code PHP, il faut bien le transformer en quelque chose que votre CPU va être capable d'interpréter. D'accord ? Donc, tout ça, c'est écrit en C. Donc, on ne transforme pas directement en langage machine. Sur les prochaines versions de PHP, c'est prévu de faire du JIT, mais bon, j'en parlerai pas. On transforme ça en une syntaxe qui, derrière, est exécutable par la machine virtuelle PHP. Et cette syntaxe, elle ressemble pas mal à de l'assembleur. Donc quand vous faites en PHP $A plus $B une addition, en gros, ça va générer un espèce d'opcode qui s'appelle add, et puis qui va prendre paramètre AB, et puis qui vous donne un résultat C, voilà, etc., etc. Donc c'est assez intéressant. Le compilateur, du coup, il transforme une addition, une ligne d'addition en PHP, il transforme ça en un add, une concaténation, donc avec le point en PHP. Quand vous concaténez deux chaînes, il va transformer ça en un concat. Et puis ensuite, l'exécuteur, il va tout dérouler et puis il va tout faire à la suite. Il va faire l'addition, il va faire la concaténation, il va faire tout ça à la suite. Mais en gros, transformer la syntaxe de PHP telle qu'on la connaît en cette syntaxe intermédiaire, interne, qui est nécessaire pour l'exécution après. C'est ce qu'on appelle la compilation. C'est quand même une phase qui est super lourde. On va le voir après. Le compilateur fait beaucoup de vérifications. Il fait de la résolution d'adresse et puis il fait plein d'autres choses dont je ne parlerai pas. Mais en gros, c'est une phase qui est relativement lourde. Donc, on va faire un simple exemple pour la compilation. Donc, j'ai pris
j'ai pris ce code-là, printfoo. Bon, d'accord, en PHP, c'est un code assez simple. C'est fait exprès. Donc une fois qu'il est lexé, voilà ce que fait le lexeur. Le lexeur, il reconnaît le mot print et puis il génère un token tprint. D'accord. Et ensuite, le parseur, lui, il repère un tprint suivi d'une expression. Il va exécuter une fonction interne qui s'appelle zen-do-print. Okay. Et c'est ça qui va, c'est ce qu'on appelle la phase de compilation. C'est ça qui va générer un code propre à l'exécuteur. Donc voilà ce que ça fait zen-do-print. Voilà ce que fait le compilateur en fait en interne. Donc c'est du C. Hein. Il va transformer votre zen-do-print en un token pour l'exécuteur qui s'appelle zen-print, et puis il va lui passer comme premier argument, comme premier opérateur, votre argument à vous, c'est-à-dire l'expression que vous avez écrite. Ok, donc là, bon, ça ne prend pas beaucoup de temps hein, d'exécuter de traiter un print, de compiler un print. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses qui prennent beaucoup de temps. Et puis, évidemment, un script PHP, ce n'est pas juste un print. Il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup de fonctions. La déclaration d'une classe est extrêmement lourde. Compiler la déclaration d'une classe avec toutes les méthodes et tous les attributs, c'est quelque chose qui est très, 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 très lourd en PHP. Donc voilà, c'était juste un petit exemple pour pas trop charger les slides et puis pour que tout le monde comprenne bien. À quoi ça ressemble de l'opcode? Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc ça s'exécute de haut en bas. Oh, c'est pas trop loin de langage assembler ou d'opcode Java. Hein. Receive, execute, assign, for each reset, for each fetch, assign, execute function call begin, sendval sur la pile, sendvar, do fcall. Etc., etc. Bon, voilà, tous ceux qui ont créé un langage de programmation à un moment donné dans leur carrière, ce que je vous conseille de faire au moins une fois dans votre carrière, auront vu ce genre de choses. Hein. D'accord, ça paraît un peu compliqué, mais finalement, c'est pas si complexe que ça. Ensuite, une fois qu'on a transformé ce code PHP en un opcode, d'accord, donc assign, appelle une fonction, etc., bah, il faut exécuter tous ces opcodes-là, hein, de haut en bas. Donc pour ça, on utilise en interne ce qu'on appelle le zen-execute. Donc ça, c'est l'exécuteur, c'est une autre phase. Compilation, exécution. D'accord ? Il y a deux gros steps, deux gros pas hein, dans l'exécution d'un script PHP. Voilà à quoi ressemble un petit peu l'exécution de zen-print. Hein, on voit que tout de suite ça renvoie à une fonction qui est ici, donc en fait il n'y a pas beaucoup de lignes et ça mène rapidement vers un zen-print variable. Un zen-print variable, c'est un genre de printf. Donc en effet, print affiche bien quelque chose sur la sortie standard de PHP. C'est exactement ce que ça fait. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'est pas du PHP 7, c'est du PHP 5 ça. Prochaine version, ça a un petit peu changé. Bon, on a mal à la tête, c'est fait exprès. Performance et contre-performance. Donc, si on veut améliorer les performances, on a vu qu'on a deux grosses phases, compilation et exécution. Donc déjà, savoir laquelle prend le plus de temps et puis savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Sur la compilation, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Enfin, je vais vous donner 2-3 astuces. Sur l'exécution, par contre, on pourra faire plusieurs trucs. Et puis sinon, on peut travailler toujours de manière transverse. Il faut toujours se souvenir qu'il y a des appels système, on tourne sur un OS, il y a des I/O, etc., etc. Toute instruction répétée, tout ce qui est boucle, évidemment, forcément, ça s'optimise plutôt pas mal. Donc ça, c'est les axes de travail. Alors, en ce qui concerne la compilation, pour optimiser la compilation, on utilise ce qu'on appelle un cache d'opcode. Donc il faut savoir que PHP, il est bête. Ça a été créé comme ça. Quand vous lui demandez d'exécuter 2 fois le même script à la suite, il va le compiler 2 fois. Et il va l'exécuter 2 fois. Si le script n'a pas changé, ce qui est très fortement probable sur une machine en production, il est bête de recompiler le script à chaque fois. D'accord ? Parce que quand on recompile le même script, il va forcément, c'est bijectif, il va forcément redonner le même tableau d'opcode au final. Donc le cache d'opcode, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de faire, écoute, on passe le compilateur une seule fois et puis le gros tableau d'opcode qui est prêt à être exécuté, on le sauvegarde en mémoire et la fois suivante, on le recharge. Simplement. Donc là, on va éviter en fait la phase de compilation. Elle va apparaître une seule fois. On compile une fois bien ces fichiers. Et puis les fois suivantes, on compile plus du tout. Donc on va déjà gagner pas mal de temps. Tout le temps de compilation va être complètement skippé. Et donc c'est relativement intéressant en production d'utiliser ce type de technologie. C'est les extensions PHP qui font ça. Ça évite la recompilation. Exemple concret, une fonction foo qui fait je sais pas trop quoi. Et puis un for qui appelle la fonction foo, qui appelle le range et puis qui crée un gros tableau résulte, enfin un for fois, donc ça peut être assez lourd. Ça, si j'éclate ça, j'ai 22% de temps de compilation et 76% de temps d'exécution. Là, j'ai du bol parce qu'il y a une boucle.
Donc l'exécution est plus longue que la compile. Si c'est juste parser une classe, créer un objet de cette classe et appeler une méthode, le parsing et la compilation de la classe, ça va dépasser carrément la création de l'objet et l'appel de méthode. D'accord ? Donc la compilation, normalement, elle est moins lourde que l'exécution parce que forcément, dans l'exécution, il y a des boucles, il y a des choses qui vont se passer, donc ça va forcément déteindre. Mais la compilation d'un script peut être relativement lourde, notamment dans l'utilisation de frameworks qui sont pleins de classes. Et donc toutes ces classes-là, il faut bien les parser, les analyser, les compiler, les charger, résoudre les adresses, etc. etc. Donc là, à ce moment-là, on a une compilation qui peut être relativement longue. Derrière la compilation, on peut aller essayer de chercher les détails, combien de temps ça a pris pour faire du lexing, combien de temps ça a pris pour faire du parsing. On a des outils pour faire ça. Donc là, on voit que sur la compilation totale, on a le Zenlex, le lexer qui a pris 20%, c'était un petit cinquième du temps. Et puis voilà, Zen-do begin function declaration, ça c'est ce qui permet de compiler des fonctions, 8% du temps. Etc., etc. Donc ça peut vite chiffrer. Donc en gros, la conclusion, c'est utiliser un cache d'opcode en production. Sinon, PHP, ça fonctionne juste pas sans cache d'opcode, hein, tout simplement. Une fois qu'on a installé un cache d'opcode, la phase de compilation, on l'a complètement évité, c'est optimisé. Maintenant, la phase d'exécution. La phase d'exécution, c'est quoi? C'est tout simplement, dans mon script PHP, quelles sont les parties qui vont à l'exécution prendre du temps? Quelles sont-elles? Et une fois que j'ai trouvé ces parties-là, qu'est-ce que je peux faire pour les arranger autrement pour que ça prenne moins de temps? Donc pour ça, il faut pouvoir profiler une application, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui se passe, hein, un petit peu comme les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors vous avez beaucoup de profilers qui existent aujourd'hui sur PHP, je vous en ai sorti une petite liste ici. Il y en a qui sont plus ou moins évolués que d'autres. Alors évidemment, bossant sur Blackfire, qui est un petit peu le sponsor de ce soir, je vous présente rapidement, c'est une belle interface graphique, on aura l'occasion de revoir ça après la presse si vous voulez, d'en reparler avec le sponsor principal. Mais globalement, il y a plein d'outils, il faut que l'outil soit simple, il faut qu'il vous dise tout de suite, là dans votre code c'est ça qui ne va pas, et dans ce qui ne va pas, on vous conseille plutôt de faire comme ça, et vous allez voir, ça va aller mieux. Voilà, globalement, ça peut être une bonne idée. Donc ce type d'outil permet de faire ce genre de choses. Ensuite, vous pouvez aussi faire, une fois que vous avez analysé PHP, que vous avez optimisé, bon, généralement, il n'y a plus grand-chose à faire, mais vous pouvez quand même faire de l'analyse bas niveau, c'est-à-dire pouvoir un petit peu l'intervention du kernel, tout ce qui a été I/O, tout sur la mémoire, les pages fraîches, les pages pas fraîches de mémoire, la pagination, enfin toutes ces choses-là. Vous avez plein d'outils qui permettent de le faire. C'est ce qu'on utilise quand on développe PHP lui-même pour le rendre performant, pour qu'il soit le plus performant possible. C'est pareil pour MySQL, c'est pareil pour Apache, c'est du C. De toute façon, le monde est écrit en C, je le répète tous les jours. Derrière les fonctions PHP, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Alors elles sont fortement optimisées, les fonctions de PHP, pas les fonctions que vous créez vous en PHP, les fonctions de PHP. Elles sont optimisées, mais faire une analyse bas niveau, ça peut être intéressant de remarquer un petit peu ce qui se passe. Par exemple, appeler la fonction file de PHP, voilà, ça va faire des duplications mémoire, ça va faire du stream copy to memory, ça va faire du read, enfin il va se passer quelque chose là derrière. Donc il peut y avoir certaines fonctions PHP qui peuvent générer des petites choses derrière que vous ne voyez pas forcément. Ça dépend du profiler que vous utilisez. Là, j'ai rien fait pour le coup. Ah, mais pourtant, j'appuie depuis tout à l'heure sur droite-gauche. Donc, il n'est pas censé se mettre en veille, le truc. Il s'est mis en veille, oui, non? Il ne marche plus. Donc, voilà. Donc, je vais continuer sans. Ce n'est pas mon matériel. Hein. Quand on n'est pas sur son matériel, forcément. C'est comme quand vous allez me dire que Java, c'est bien. Ce n'est pas mon langage, je ne peux pas vous dire. Donc, vous avez toute la notion, tout ce qui est I/O. Il faut bien se souvenir qu'un accès sur un disque, voire même, si on va aller plus loin, un accès mémoire, c'est difficile, c'est lent. C'est plus lent qu'un accès à un cache L1, qui est plus lent qu'un accès à un cache L2, qui est plus lent qu'un accès à un cache L3 sur un CPU. Donc ça aussi, ça peut s'optimiser. Les accès mémoire, les I/O. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de profilers qui permettent de vous montrer les I/O, c'est-à-dire vous avez appelé telle et telle fonction en PHP, puis vous avez créé telle classe, et puis vous avez déroulé votre code. Derrière, qu'est-ce que ça a généré comme I/O? Combien de temps votre disque a gratté, combien de temps le système a attendu pour les informations. Donc tout ça c'est assez difficile à voir si vous n'avez pas les bons outils aussi. C'est pas forcément très difficile à optimiser, mais c'est plutôt assez difficile à aller chercher.
Il a planté en fait l'ordi ou... Non. La prise. Ouais. D'accord. Un petit peu comme quelqu'un qui se prend la prise dans le câble réseau dans l'ancienne machine. Ah d'accord, ok. Ok, c'est bien, c'est reparti. Ah, ça y est, ça remarche. C'était pas la faute de l'ordi non plus. Non. Enfin, ça remarche. Non. Moi, je vois l'image, maintenant, eux, ils voient pas. Voilà. Waouh. Donc les syscalls, vous savez ce que c'est un syscall? Un syscall, c'est tout simplement votre processus demande au kernel de faire quelque chose. Et ça, c'est long. Quand le kernel doit prendre la main, qu'il doit faire quelque chose et qu'il doit repasser la main au processus, c'est long. Donc ça aussi, vous avez moyen de le tracer. Donc là, on a un exemple de syscall. Alors, il y a 2-3 bugs sur l'outil. Hein. Not a number. Ça devait être sur du PHP. Voilà, il a fait 36 open, 15 stat, 3 lseek, 15 access. 2 appels socket, 2 appels connect, etc., etc. Donc ça peut être intéressant à savoir aussi. Ça, vous avez des outils vmstat, iotop sous Linux qui permettent de voir ça. Donc ça peut être intéressant aussi. Et puis la machine virtuelle PHP, elle coûte cher, hein, forcément. Hein. Donc PHP, c'est un langage qui est interprété. Donc si vous avez l'occasion de le compiler, vous pouvez aussi à la compilation activer si vous connaissez bien votre compilateur, vous pouvez activer quelques options qui permettent de gratter encore 1, 2, 3%. 3% chez Facebook qui ont 400 000 serveurs, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Donc il ne faut pas se dire que 1 ou 2% c'est rien du tout, ça fait beaucoup quand on est gros, quand on a un gros applicatif et une grosse boîte derrière avec beaucoup de choses. Utiliser une version de PHP récente, oui. Là, j'ai un exemple de benchmark entre la dernière version de PHP possible en production, c'est-à-dire la 5.6.4, quelque chose comme ça, et puis master de PHP. Donc ce que va être PHP 7. Donc c'est un bench générique, vous voyez, hein, qui appelle une fonction, qui fait un accès statique, qui affecte une variable, qui fait un i7, qui fait un empty, qui fait plein de choses. Bon bref, avec les temps en face. Et donc on voit qu'au total, sur un PHP 5 d'aujourd'hui, on est à 10 secondes. Et puis sur la prochaine version, sur master, on est à 6,6. Donc voilà, ça a presque diminué par 2 déjà, donc en termes de performance brute, évidemment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc gardez une version de PHP à jour parce que plus PHP évolue et puis forcément plus il s'améliore en termes de performance. C'est vraiment une ligne directrice qui est permanente, hein, quand on développe PHP, c'est de toujours garder en tête les performances. Et même de temps en temps, quand on veut changer 2-3 trucs et inverser 2-3 lignes de code dans le code source, le compilateur ne va pas générer les mêmes instructions derrière et donc du coup ça ralentit le langage et du coup non, on ne l'accepte pas. Voilà. Do's and don'ts. Alors qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux ne pas faire? Les grandes lignes rapidement, j'ai plus que 3 slides. On les connaît, ces recos, on les donne toujours. On sait que call user func array, pour ceux qui connaissent le langage, et eval sont des structures de langage, des fonctions de langage. Eval n'est pas une fonction, mais bon, qui sont relativement coûteuses, qui sont voire même très coûteuses, donc c'est à éviter autant que faire se peut. Éviter le arrobas qui fait un masquage d'erreurs, c'est relativement lourd aussi derrière. Et puis certains appels de fonctions peuvent tout simplement être évités. Donc la fonction PHP version, vous pouvez obtenir son résultat en interrogeant la constante PHP _ version. La fonction PHP uname, vous pouvez interroger la constante PHP _ OS. Ça redonne la même chose. La fonction, etc. Bon, bref, vous avez compris. C'est relativement lourd. Pour détecter si vous êtes sous Windows ou sous Linux, voilà. Is Windows, is Linux. If directory separator égale anti-slash, je suis sous Windows. Voilà, ça c'est très très léger, vous voyez. Il n'y a pas de fonction à appeler, il n'y a pas de choses comme ça. Et donc c'est c'est très mauvais. Une fonction qu'on appelle, on a beaucoup de mal à optimiser ça en interne. PHP est un langage extrêmement dynamique. Donc dès qu'on veut jouer sur des optimes, des passes d'optimes dans le compilateur, on se heurte tout de suite au dynamisme du langage qui fait qu'on ne peut pas supposer que non, parce que ça ne marche pas tout simplement. Évitez les expressions régulières. Évidemment, faites un preg-match uniquement si vous avez besoin de mettre un pattern d'expression régulière. Si c'est juste pour chercher la chaîne fou dans une chaîne, de manière générale, n'utilisez pas le moteur d'expression régulière qui est quand même assez lourd à booter, notamment la première expression régulière que vous faites, il faut le chauffer et donc c'est un petit peu long. Les expressions régulières aussi, ça c'est un super lien que j'avais trouvé un jour, je ne sais pas s'il marche toujours mais je pense. Voilà, do's and don'ts dans les expressions régulières, il y a des trucs, vous savez, comment il analyse les chaînes, etc., comment il répète les motifs, donc tout ça c'est le CPU qui travaille derrière, donc c'est toujours pareil. Mieux vaut éviter. Voilà, ça c'est
Ça, c'est un exemple du nombre d'instructions. C'est des fonctions C qui sont appelées lorsque une erreur PHP est déclenchée. Zenderror, tout à gauche. OK ? Arrobase ou pas. Hein. Il faut bien savoir que le arrobase, la seule chose qu'il fait, c'est il déclenche l'erreur, il prend le contenu et il le jette à la poubelle. Mais il déclenche quand même l'erreur. D'accord ? Donc arrobase, ça ne fait que masquer le visuel, mais derrière, elle est toujours là, l'erreur. C'est un dev nul. Au lieu de l'envoyer sur la sortie standard, coucou, problème, undefined variable, on le jette à la poubelle. Mais ça génère, il y a au jour d'aujourd'hui, pas moyen de faire autrement, ça génère toujours toute une stack d'erreurs. Okay, donc, gestion des erreurs en PHP, c'est assez lourd. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, voilà les trucs de base. Hein. Sortez votre fonction count de votre boucle for. Hein. Le truc très très classique. Rien à dire là-dessus. Attention aux références, comprenez-les bien, j'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus, je ne peux pas trop en parler parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais globalement, les références, les petits « et » devant les variables, là, ce n'est pas du C PHP, donc ne pensez pas que vous allez récupérer l'adresse d'une variable ou quoi que ce soit et que vous allez optimiser tout un tas de choses. La plupart du temps, c'est contre-performant. Voilà un exemple totalement contre-performant d'utilisation d'une référence dans une fonction. Donc, il faut faire attention quand on utilise des références sans trop savoir pourquoi, ça me paraît mieux. Non, faut le réfléchir. Il faut le réfléchir avant de le mettre en place. Double égal contre triple égal, ouais. Outre les polémiques, double égal effectue une conversion. D'accord ? Et effectuer une conversion, ça veut dire, vous savez que PHP, quand il y a une chaîne, il va tenter d'analyser est-ce que la chaîne c'est un chiffre, c'est un numéro, que ça je vais le traiter comme un entier. Vous savez PHP comment il fait, il y a beaucoup de magie là derrière. Tout ça coûte très cher, d'accord. Is numeric string notamment. Donc je conseille, tant que faire se peut, quand vous utilisez des égalités, de faire du triple égal, parce que comme ça, PHP il va juste faire du string compare, plutôt que de faire double égal. Si vous faites du double égal, il va commencer à essayer d'interpréter la chaîne, il va essayer d'essayer d'interpréter les arguments, s'ils n'ont pas le même type, la différence entre le triple égal et le double égal. Donc notamment sur des chaînes de caractères, sur des entiers, toujours utiliser le triple égal, sauf si vous avez vraiment besoin du double égal, donc c'est-à-dire d'avoir un transtypage implicite par PHP. Utilisez toujours le triple égal qui est beaucoup plus light que le double égal. Les appels de fonctions en PHP sont très lourds. Là, je montre un exemple de comment rechercher un caractère dans une chaîne en utilisant is7 plutôt qu'en utilisant du strlen. Et donc, on voit nettement la différence. C'est 3 fois plus rapide. Bon, alors ça se joue à la millième de seconde près, mais bon. is7 n'est pas une fonction. C'est pas parce qu'il y a des parenthèses que c'est une fonction, il faut le savoir. is7 n'est pas une fonction. is7 c'est compilé par le compilateur justement. Ça génère un opcode qui ne dit pas appelle une fonction is7 comme ça dit appelle une fonction strlen. Là, ça lui dit juste accès de 3e caractère, regarde s'il existe ou pas. Et donc, c'est extrêmement rapide en termes de cycle CPU. On a beaucoup moins d'instructions CPU. Et donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide aussi ici. Ça peut paraître être de la micro-optime. Je suis un petit peu d'accord. Bon, c'est pas forcément ce qui va vous faire gagner le plus de temps. Conclusion, en gros, quand on lance un script PHP, évidemment, si derrière PHP fait 30 requêtes sur MySQL avec un MySQL mal dimensionné, comme vous avez pu le voir sur la conf juste avant, ou un MySQL mal configuré qui va mettre énormément de temps à répondre à PHP, c'est pas la peine de taper sur PHP, il fait que attendre. Vous lui avez dit d'exécuter une requête SQL, il prend votre requête SQL, il se tourne vers MySQL, il lui dit tiens, vas-y. Et puis en attendant, vu qu'il n'est pas threadé, dans le thread principal, il l'attend. Et pendant qu'il l'attend, vous êtes de l'autre côté, vous attendez qu'il vous réponde. Mais ça ne sert à rien de lui taper dessus. D'accord ? C'est souvent le cas. Si PHP attend le réseau, si l'OS est mal réglé, donc si vous chevauchez des pages mémoire, il y a tout un tas de trucs qu'on peut régler. Ce n'est pas la faute de PHP. D'accord ? Donc dites-vous bien, avant de blâmer le langage tout de suite, de bien voir si c'est vraiment la faute du langage ou pas. Et surtout, alors remplacez pas les doubles quotes par des simples quotes. Surtout, tracer, analyser, trouver le fautif, utiliser les bons outils pour bien tracer tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Un script PHP aujourd'hui, une page PHP aujourd'hui sur un site classique là en 2015, c'est quand même plusieurs centaines, plusieurs milliers de lignes de code qui sont exécutées. Donc là-dedans, il faut savoir qu'est-ce qui est exécuté parmi tout le code qu'il y a et quel est le chemin critique, combien il y a eu de boucles, etc. etc. Ne faites pas de... par rapport au slide que vous avez vu juste avant, n'allez pas remplacer tous vos strlen par des is7, c'est idiot. Ne faites pas de
de micro-optimisation, pas de prémature optimisation non plus, rester pragmatique, c'est-à-dire développer, répondre aux besoins métiers, mais avant de livrer quelque chose de final, optimiser juste avant. En fait, je pense qu'il faut que ce soit la dernière étape. Si vous faites un développement guidé par l'optimisation, vous allez vous planter, parce que le développement il est de toute façon guidé par les specs d'un client final, généralement. Il y a toujours une demande, une offre. Donc, c'est souvent la mécanique, les voitures, enfin, c'est ça aussi, quoi, hein. Les moteurs aujourd'hui, les moteurs il y a 50 ans, c'est plus du tout les mêmes. Mais quand on a voulu créer une voiture, on s'est dit, bon, le besoin, c'est qu'on puisse rouler sur la route. Bon, on verra plus tard comment on optimise la pollution. Hein. Donc ça s'est fait au travers de plusieurs années. Hein. Mais voilà, le parallèle est plutôt pas mal. Donc commencez pas à essayer d'optimiser, à dire oula, attends, dans 6 mois, on va avoir ce problème-là. Non, non. On verra quand il arrive le problème. Il ne faut pas faire de l'over-optimise, de l'over-engineer, parce qu'on tombe dans des trucs qui sont illisibles, incompréhensibles et qui de toute façon arriveront jamais en prod parce que la plupart du temps, ça capote avant. PHP est-il adapté au batch? À vous de voir. Hein. Il y a souvent des questions. Ouais, moi je fais des scripts batch, du traitement. On utilisera plutôt du Python, du C, du Go, du Java pour faire ça, que du PHP. Ça peut se faire en PHP, mais faut bien savoir comment il fonctionne derrière pour optimiser un petit peu les batchs. C'est pareil, on veut que ce soit extrêmement rapide, qu'il y ait un nombre de traitements de messages par seconde le plus haut possible. PHP n'est pas forcément le langage le plus adapté pour faire ça. Donc, n'utilisez pas PHP non plus pour faire tout et n'importe quoi. Ça, c'était au début des années 2000. Il y en a qui l'utilisaient pour faire des jeux vidéo. Ça se voit plus trop maintenant. Ils ont compris. Ils ont fait 2-3 études, ils ont compris. Voilà. J'ai fait ma demi-heure, je crois. Hein. C'est ça, tout pile, hein, à peu près. Oui, tout pile. Très bien. Merci. Si vous avez... il reste 3 minutes, hein, ou 2-3 questions. De toute façon, après, il y a le pot, on peut en rediscuter, etc. Et oui, après, il y a le sponsor qui passe. Donc, 1 ou 2 questions tout de même. Oui. Les références, une sorte de faux amis en se faisant passer pour un pointeur. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment la mécanique de pointeur disponible sur PHP? Non. Est-ce qu'il y a la mécanique de pointeur sur PHP? Non. Si vous voulez faire des pointeurs, faites du C. Tout simplement. Oui. Ça se bench. Est-ce qu'il vaut mieux développer quelque chose en PHP ou en C dans PHP, ou alors utiliser une techno qui est peut-être plus appropriée? Moi, j'ai tendance à dire utiliser la techno appropriée pour... Enfin, voilà. Hein, après, ça se bench. Ça se bench. Donc, pour faire un Paris-Strasbourg, je ne vais pas le faire en vélo, je vais le faire en avion. Voilà. Mais ça va se bencher, ça va polluer, ça va mettre du temps, il faut que j'aille jusqu'à l'aéroport. C'est un peu ça. Je prends souvent des parallèles avec le monde réel, parce que l'informatique, c'est souvent... On est la tête dans les nuages, ça se bench. Le réseau, aujourd'hui, bon, ça... Ouais... Ça va, il arrive à être des fois plus rapide qu'un CPU lui-même, le réseau, hein, selon comment on fait. Donc, ça se benchmark. Ça. Une dernière question, peut-être? Oui? Je peux pas trop... Ouais, non, je peux pas trop vous dire. Si vous mettez des tissus roses ou des tissus bleus dans votre voiture, est-ce qu'elle consommera plus ou moins? Je ne peux pas trop vous dire. Mais c'est ça, que tout le monde comprenne bien, parce que l'injection de dépendance, les machins, ça ne dit peut-être pas des choses aux gens, mais le parallèle, c'est ça. C'est bon, voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, malheureusement. Oui? Ou si ça vous donne la preuve que c'est bien, oui. Si vous faites ça à l'aveugle et vous dites non, prouvez-le-moi que ça c'est mieux. Si vous arrivez à me le prouver, qu'un cast explicite c'est mieux qu'un cast implicite, et d'ailleurs ça ne va pas être vrai, ça va être faux, prouvez-le-moi, alors je serai d'accord. Un cast c'est une instruction Zencast en plus dans la pile des instructions à exécuter. Donc pour moi... Ça va éviter, mais ça va générer une instruction supplémentaire, donc c'est plus lent. Oui, de toute façon, si vous voulez que votre machine soit rapide, il faut que vous vous adressiez directement à votre CPU. Alors ça, aujourd'hui, on ne fait plus, donc pour s'adresser au CPU, aujourd'hui, on écrit du C, qui a un typage fort. Mais vu qu'aujourd'hui, on est fainéant, on utilise des langages qu'on est... Et du coup, plus on empile les couches, plus il faut traduire ces couches pour que le CPU en bas puisse... savoir ce qu'il a à faire.
Et donc, voilà le problème aujourd'hui. C'est qu'on empile, en termes de performance, plus on empile de couches, moins on a de performance, mais plus on a de facilité d'exécution, de développement, etc. Voilà, c'est orthogonal, c'est toujours pareil. La mémoire, le CPU, c'est orthogonal. Quand on est augmentant, on diminue l'autre, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de grandes règles. Oui, dans le cas de Facebook, c'est intéressant. Est-ce que dans mon cas, dans votre cas, c'est intéressant? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? J'en suis pas certain. Ça, c'est à voir. Ouais, une dernière alors, parce qu'on va être un peu en retard après, sinon. Oui. Quel est le prochain gros chantier de PHP? Là, c'est PHP 7, là. On est en cours, c'est en cours de développement. Ouais. Ah, après, je peux pas vous dire. Venez déjà nous aider à monter PHP 7, vous allez voir comment c'est sympathique. Pour pouvoir parler du futur, je sais pas. Déjà, c'est sortir PHP 7. Avec 4 personnes dans le monde et 4 milliards de personnes qui l'attendent, c'est pas facile. Merci. Le temps que le sponsor s'installe, disons, le partenaire, tenez qu'on organise nous régulièrement des événements, donc on est toujours à la recherche d'idées ou d'envie de ce que vous voulez qu'on organise. On est aussi toujours intéressé de retours d'expérience, on est toujours intéressé par de partenaires pour payer le petit coup à boire de tout à l'heure, juste après. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour en parler. Le temps qu'il termine, donc après, n'hésitez pas à aller voir les conférenciers pour l'interroger aux questions que vous n'avez pas pu poser à la fin de leur session. Et puis bien sûr, c'est bon? Eh bien, on remercie Blackfire. Alors, les slides seront disponibles dans les prochains jours, oui, sur le lien. Les vidéos vont être aussi annoncées parce que ça a été filmé. Donc, vous allez pouvoir revoir en détail avec le bouton pause exactement point par point. Il n'y a pas de souci, vous aurez les communications, les informations dans les prochains jours. Laissez-nous le temps de faire la récupération des liens, la récupération des vidéos. Les vidéos seront mises sur le site Dailymotion, sur la chaîne de l'école 42. Voilà, donc pour ceux qui la connaissent déjà. Et patientez un tout petit peu et ça sera tout publié. Okay. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Je vais essayer de vous faire une micro-conférence ou de vous parler de Blackfire rapidement pour vous dire ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Blackfire avant de venir à la conférence? Ok, cool. Donc Blackfire, c'est un profiler pour PHP. Profiler, vous en connaissez déjà peut-être. Il y a un truc qui s'appelle XHProf qui a été développé par Facebook avant qu'il fasse HHVM. Aujourd'hui, c'est dead. On a pris le relais finalement. Et puis, il y a aussi également Xdebug, que vous connaissez peut-être, que vous utilisez peut-être, qui est finalement l'ancêtre, qui ne fait pas que du profiling, qui fait plein d'autres choses, mais qui sert, ou qui servait en tout cas, qui était le seul sur le marché avant XHProf. Donc, nous, on arrive avec Blackfire. L'objectif, c'est d'aider chacun à comprendre ce qui se passe dans les applications PHP à l'intérieur, en voyant les choses, en mesurant la réalité de l'exécution d'une application. Et c'est aussi de vous permettre de faire ça très facilement, parce que pour ceux qui ont utilisé Xdebug, XHProf, ça demande un setup à chaque fois qui est un peu compliqué, de se mettre en situation, de retrouver comment ça marche, de retrouver les options, le flag, où est-ce que c'est, où sont les fichiers, il faut un outil spécial de visualisation. Avec Blackfire, on a vraiment travaillé, on continue à travailler pour simplifier énormément cette expérience et que du coup, on puisse avoir un nouvel outil utilisé au quotidien. Blackfire, j'ai quelques slides. Alors voilà, ça c'est la page d'écran, donc blackfire.io pour vous inscrire. Je vais passer sur ce slide, c'est joli parce qu'il y a des couleurs, les autres, il n'y a pas de couleurs, il y a juste ça. Le but, c'est d'être facile à utiliser. Je vous en ai parlé. Précis. Précis parce que si vous regardez vraiment ce que fait Xdebug, il fait tellement de choses, pour parler d'un profiler qui n'est pas précis, il fait tellement de choses qu'il a besoin d'énormément modifier l'exécution, l'engine PHP, pour faire toutes les autres choses qu'il fait. Et en modifiant l'exécution de PHP, en modifiant l'engine, il modifie énormément les caractéristiques de performance de l'application. Donc il y a plein de décisions que vous pourriez prendre en regardant des profils générés par Xdebug qui seraient juste fausses. Parce que Xdebug vous dirait de regarder au mauvais endroit, parce que l'endroit qu'il a instrumenté devient plus lourd, mais c'est juste l'instrumentation que vous voyez finalement. Rapide, c'est deux choses. C'est être précis, parce qu'on veut... Ok. C'est être précis parce qu'on veut... je ne sais pas s'il connaît le mot de passe. Ok. Parce qu'on veut justement avoir un overhead le plus faible possible. Et puis c'est aussi une expérience utilisateur qui va avec. Prod ready. Là, XHProf, Xdebug ne sont pas prod ready. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une extension que vous installez sur PHP, sur l'engine, sur la prod, elle est là, elle fait rien.
Rien, ça veut dire aucun overhead sur votre prod. Il continue à avoir la même performance. Par contre, pour les devs qui ont les autorisations, il y a la possibilité d'activer le profiling pour les requêtes pour lesquelles ils veulent un profiling, parce que souvent en prod, ou en tout cas sur certains problèmes, on ne sait pas ce qui se passe. On a besoin d'insight, on se dit là je ne comprends pas. En dev ça marche, sur la prod ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et là le dev, parce que lui il a l'accès, il est capable d'aller profiler une prod. Il y a une nouvelle feature qu'on a rajoutée, c'est qu'on a vu qu'avec les outils on peut générer des profils. Les profils c'est bien, ça permet de voir une exécution. Le problème c'est que comparer des exécutions c'est encore plus pratique, parce que ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe avant, on se dit tiens là il y a un truc qui ne va pas, je fais un patch, on regarde ce qui se passe après. Et en ayant une interface de visualisation, on voit tout de suite le résultat du patch et on peut voir des intuitions bonnes ou mauvaises. Voilà. Je vais essayer de vous faire une petite live démo juste pour vous montrer ce qui se passe, si vous voulez encore un petit peu. Donc je vais switcher. Ouais, si tu veux, je veux bien. Merci. Donc là j'ai une petite console. Ok, je vous ai fait un mini test comme ça. Ok, donc ça, je peux zoomer un petit peu. Ah non, pas trop. Ok, donc une petite fonction de test. Vous voyez, je sleep pendant 500 millisecondes. Je fais un petit dump pour afficher un tableau. Ça, c'est juste pour le fun. Et puis, j'appelle la fonction. Donc là-dessus, j'ai plusieurs modes d'exécution pour générer un profil. Alors, j'en ai un qui est en mode web. Donc là, en mode web, je vais faire tourner un petit PHP-S sur un port 80, comme ça, voilà. Donc, hop, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il doit déjà tourner à côté. Ok, donc il tourne déjà à côté, le PHP-S. Donc là, j'ai un petit serveur web qui tourne, qui attend qu'on lui parle. Le petit serveur web, il est là. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, donc là, voilà ma page, elle affiche mon output. Ok, donc là, c'est assez facile. Ce que je vais faire sur cette page, c'est que je vais utiliser un petit compagnon, qui est une extension qu'on a développée, qui permet justement de déclencher des profils. Et ici, ça marche sur n'importe quelle page. Vous avez vu, il n'y a rien de spécifique dans mon script. Je vais choisir une destination, on va prendre ça, et je vais faire profile. Et si j'ai du réseau, ça profile, c'est terminé. Et je visualise ce qui s'est passé dans mon exécution. Ok ? Donc là, on voit ce qui se passe. On voit qu'on a 100% du temps qui est pris par le point de départ et qu'on a 95% du temps qui est pris par uSleep. On a même dégagé le dump ici pour simplifier la visualisation, parce qu'on considère que si vous vous intéressez à ce graphe du point de vue de la performance, ça ne sert à rien de regarder dump, il faut plutôt vous intéresser au sleep. Évidemment, le sleep, c'est un exemple, mais si vous avez un appel base de données, si vous avez d'autres choses, ça va être la même chose. Autre cas d'usage, ou autre manière d'utiliser Blackfire, c'est la ligne de commande. Notre petit script ici, on peut l'exécuter aussi à la ligne de commande, il n'y a rien de spécifique à une page web. Donc ce que je peux faire, c'est que maintenant, je peux profiler cette commande. Donc je fais Blackfire Run. Ok, là, bon, là c'est une petite interface. Il me demande, comme tout à l'heure, de choisir la destination. C'est parti, voilà. Et là, il me dit tout de suite, voilà la destination. Et voilà maintenant le profil qu'on a récupéré. Donc là, il y a des pourcentages, parce qu'évidemment, la charge machine instantanée change. Donc on était à 95% tout à l'heure pour Sleep, maintenant on est à 92%. Du coup, ça a remonté Dump, qui est passé au-dessus de 5%. Ça, c'est pour vous expliquer les différences que vous voyez. Mais là, on vient de profiler une application en ligne de commande. Donc je pourrais faire la même chose, et je pourrais peut-être... hop, j'ai un petit Drupal qui est ici peut-être. Voilà, on peut faire un composer up sur un Drupal. Donc là c'est parti, composer est en train de tourner. Alors là on se demande pourquoi on attend, donc là on va le savoir bientôt. Ouvrir le lien. Et là, on a le graphe d'exécution de la commande composer up, donc ce qui s'est passé à l'intérieur de notre composer up. Hop, là, j'ai un peu trop dézoomé, le truc est parti. Ici, donc, on voit la chaîne, et bon, je vais tout de suite zoomer sur le point à la fin, ici, qui nous dit qu'on a fait file get content, qui a pris finalement la moitié de l'exécution du temps. Donc là, on se rend compte qu'il a pingé le réseau, qu'il a été voir ce qui se passe, et que s'il y a un truc à optimiser par rapport au temps qu'on a attendu, c'est le réseau. Je vous montre un peu une comparaison. Ici, j'ai un Drupal. Alors, un des autres intérêts de Blackfire, c'est que ça vous dit ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Drupal, vous regardez ça, vous apprenez beaucoup de choses sur la façon dont ça se passe à l'intérieur. Et juste ça, c'est déjà utile. Maintenant, j'ai fait un Drupal avant, après le dump d'une class map d'autoload. Je ne sais pas si ça parle à quelques-uns. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on va tout de suite voir qu'au niveau de l'autoloader, on a gagné du temps. Parce que l'optimisation qui consiste à mettre ce qu'on sait déjà sur où sont les fichiers à charger derrière en PHP,
elle est en place. Et on voit qu'au final, ici, on a gagné 10 millisecondes, ce qui correspond sur cette page-là à 13% du temps d'exécution global de la page Drupal. Voilà une manière facile de gagner du temps. J'ai terminé. Inscrivez-vous sur blackfire.io.